Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité entre 11h et midi, entre 10h45 et midi plus précisément, avec aujourd'hui Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence, coprésident d'Opinion Valais. Bonjour. Laurence Taillade, essayiste, président du Parti républicain solidariste. Vous avez publié Être une femme en 2020, c'est paru aux éditions Michalon. Geneviève Gotzinger, vous êtes présidente de l'agence Image, vous êtes communicante. Et Thomas Porte, conseiller politique, vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Et ça raconte l'aventure, entre guillemets, de Génération Identitaire qui a été dissous, je le rappelle, hier. C'était hier ou avant-hier Hier, absolument. On va parler des banlieues, des violences, comment mettre fin à ces violences. Toujours la même question, toujours aussi peu de réponses. La question des soignants qui ne se font pas vacciner et puis l'accélération de la vaccination. Est-ce que vous y croyez? On va en parler, on va faire notre petit tour de table de ce qui a retenu votre attention à vous qui êtes là. Mais j'ai voulu donner la parole ce matin au docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bonjour docteur. Alors, est-ce que le docteur Hamon est là? Oui. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Je vous suis sur les réseaux et je vous ai appelé ce matin en vous disant est-ce que vous voudriez intervenir pour, je veux dire à nos auditeurs comme je vous l'ai dit, pour raconter le bordel de la vaccination. Donc racontez-nous un peu quelle est la situation. Écoutez, c'est absolument comme au début de la pandémie, c'est-à-dire comme pour les masques, comme pour les tests. C'est un peu le bordel. C'est vrai que là, actuellement, mes collègues ont attendu d'être certains d'avoir les doses pour donner des rendez-vous aux patients. Moi, j'avais pris un peu plus de risques en croyant ce qu'avait annoncé l'ARS, c'est-à-dire qu'on aurait chacun 3 doses pour cette semaine. Et le samedi, l'ARS a écrit aux pharmaciens pour dire qu'ils n'étaient pas certains de vacciner, de fournir les doses pour jeudi, voire vendredi. Donc moi j'ai maintenu mes rendez-vous parce que je voulais pas faire double boulot à ma secrétaire de prendre les 20 rendez-vous du jeudi, d'annuler les 20 rendez-vous du jeudi et les 20 rendez-vous du vendredi. Et heureusement les vaccins sont arrivés mercredi, mais c'est quand même pas une façon de travailler. De la même façon, l'ARS a téléphoné au centre de vaccination de Clamart pour annoncer hier à 13h qu'on disposerait de 1800 doses à faire absolument avant dimanche. Donc hier jeudi à 13h, donc on a téléphoné aux médecins et aux infirmiers pour doubler les capacités de vaccination et s'assurer qu'on puisse vacciner près de 900 personnes dans la journée. Donc à 18h, on avait les 24 médecins et les 24 infirmières qui avaient accepté de travailler samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi pour vacciner 1800 personnes. Et à 18h, l'ARS téléphonait en disant on n'a que 760 doses. Non mais sur 1800, sur 1800. C'est bien énervant. Ouais. C'est bien énervant de faire perdre du temps aux gens. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui alors on est dans les gros mots. Qu'est-ce qui déconne? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui déconne? On est gouverné par une administration qui est en dessous de tout. Ouais. C'est tout. Non mais comment on peut annoncer 1800 vaccins et vous dire finalement il n'y en aura que 760? Où est-ce que ça coince? Surtout en 3 heures. Oui, en 3 heures. Ouais. C'est ça qui est infernal. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut... Moi, j'ai décalé mes rendez-vous de samedi, samedi matin. J'ai décalé mes rendez-vous pour pouvoir vacciner samedi matin. Je vais voir mes patients samedi après-midi jusqu'à pas d'heure. Et en plus, il a fallu faire la même chose avec les médecins et les infirmières qui avaient autre chose de prévu. Le dimanche, ils ont accepté de venir travailler le samedi et le dimanche, de décaler leur rendez-vous et tout ça pour annoncer 3 heures après qu'il y a que 760 doses. Donc c'est un double boulot, on perd du temps, ça nous énerve, ça nous démobilise. Et je peux vous dire que des fois, on a des envies quand même d'aller foutre vraiment le bordel à l'ARS et à la DGS, parce que c'est la DGS, c'est la Direction Générale de la Santé qui chapeaute tout ça. Et il serait peut-être temps qu'on tire les leçons de ce cafouillage permanent, de ce cafouillage sur les masques, de ce cafouillage sur les tests, et là de ce cafouillage dans l'organisation de cette administration pour faire le ménage pour ceux qui dirigent. Vous voyez la petite phrase d'Emmanuel Macron, tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens. Oui, non, mais il a sans doute raison de ne pas reconfiner les gens. Parce que là, non, mais c'est la manière dont les choses sont dites. Oui, non, mais attendez. Alors le pire dans cette affaire, si vous voulez, il faut savoir que actuellement,
les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes votent aux élections professionnelles début avril. On est actuellement en campagne électorale. On est les seuls pour lesquels les professions de santé sont les seules, les professions de santé libérales sont les seules pour lesquelles on n'a pas repoussé les élections. Hein? D'accord ? C'est pas comme si on n'avait rien à foutre, quoi. Ça montre le mépris de ce gouvernement pour les professions médicales libérales. Hein? Donc on assiste actuellement à une surenchère du côté du syndicat des pharmaciens qui voudrait nous faire porter le chapeau à nous médecins en disant qu'on n'est pas allé chercher les doses, qu'on est soi-disant que 19 000 médecins mobilisés, alors qu'actuellement on est 38 000 médecins à cette portée volontaire sur les 54 000 qui existent actuellement. Hein? Les syndicats de pharmaciens vont porter le chapeau aux médecins. On dit qu'on ne va pas chercher les doses et on s'aperçoit qu'en fait, les 600 000 doses qui ont été réservées à l'hôpital, il n'y a que 25% des doses qui ont été utilisées, et on fait porter le chapeau aux médecins libéraux. Il y a une désinformation, on vérifie pas les informations, on est en train de diffamer les médecins généralistes, et là je peux vous dire que nous on commence un peu à en avoir marre. Bon, on entend votre colère, on va vous laisser retourner vacciner, parce que vous allez faire ça tout le week-end. Hein. J'en ai déjà fait 20 ce matin, là, on a commencé à 8h15, je suis allé chercher des flacons à 8h moins le quart à la pharmacie, j'ai préparé mes doses, et puis là on a vacciné les 20 personnes qui étaient prévues, et puis demain on va remettre ça en centre de vaccination. Voilà. Bon, merci Jean-Paul Hamon, merci docteur d'être intervenu ce matin pour nous raconter votre quotidien, votre réalité. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être un commentaire sur ce que vous venez d'entendre les uns et les autres. C'est édifiant. Hein. Ça traduit la réalité d'une situation où on dit en permanence qu'on accélère, on n'accélère pas. Enfin, non, et vous entendez ce qu'il dit aussi sur les hôpitaux où les doses, il y a un grand nombre de doses qui ne sont pas utilisées, ce que nous a dit un médecin hier aussi, Thomas Porte. Vous avez bien utilisé le bon mot, c'est un bordel organisé en fait. Et on est quand même ravis d'apprendre que le gouvernement avait dépensé des millions d'euros pour prendre des cabinets privés pour le conseiller sur la stratégie de santé vaccinale. Et quand on voit les résultats, on se demande à quoi a servi cet argent. Mais je dis juste une chose, parce que j'ai entendu un propos là, qui m'a un peu interpellé. Je crois que les élections professionnelles, on ne peut pas mettre ça dans la balance pour dire que la stratégie vaccinale ne marche pas. Il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas à cause des élections professionnelles. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, Jérôme Ripoul. Je veux bien, mais il a expliqué justement que les élections professionnelles se tiennent parce qu'elles sont importantes. Et donc ça se fait en même temps. Donc là où il y a une mauvaise coordination du gouvernement, mais ça c'est la suite de. Enfin, Hamon a parlé de cafouillage en série. C'est une catastrophe organisationnelle. Je veux dire, et il a pointé du doigt, il y a les ARS, dont on se rend compte que finalement ce sont des super administrations, mais qu'elles n'ont aucune capacité en matière de traitement des urgences, enfin de la situation d'urgence. Et deuxièmement, la DGS. Il y a une responsabilité de la DGS, on en a beaucoup parlé à Sud Radio, mais on a quand même un directeur général de la santé qui a été pointé du doigt à de nombreuses reprises, y compris pour des affaires personnelles, qui aujourd'hui est pointé du doigt sur les cafouillages, et rien ne change. Non. Alors là, moi et on nous dit que le président l'a régulièrement au téléphone. Bon, très bien, mais c'est vrai que... Oui, Laurence Taillade. Oui, en fait, on peut même remonter jusqu'au niveau européen, puisque l'Agence européenne du médicament est très clairement remise en cause, notamment par la première ministre danoise et le chancelier autrichien, qui sont depuis hier en Israël en train de négocier un plan de recherche et de production de vaccins, puisqu'ils ne font plus du tout confiance aux instances européennes pour ça. Donc il faut quand même se poser un certain nombre de questions sur les cafouillages en cascade qu'il y a eu depuis la Commission européenne. C'est une catastrophe pour l'image de l'Europe. Mais la Commission européenne a moins de responsabilités, car c'est la première fois qu'elle se saisit d'un sujet comme celui-ci que n'en a la France. Je veux dire, c'est pas la première pandémie, enfin il y a eu H1N1 qu'on a dû gérer, et là on voit bien qu'en 20 ans, les choses se sont totalement dégradées. En 2000, on était censé être le meilleur système de santé au monde. 2020, qu'est-ce qu'on est ? C'est en lambeaux. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Alors, c'est peut-être pas le bon moment que la crise, mais franchement, on voit que l'administration n'arrive pas à pivoter. Là, elle est complètement paralysée. Non, là, c'est entre le décalage énorme entre le discours qu'on peut entendre dans les conférences de presse de Jean Castex, d'Olivier Véran, et la réalité de ce que vivent les médecins sur le terrain. L'autosatisfaction permanente, parce qu'on nous dit quand même tous les jours qu'on a été les meilleurs. Alors, quand même, ce matin, Olivier
Véran se plaignait que 400 000 doses n'aient pas trouvé preneur. Je pense que son appel a été entendu et que le docteur Hamon serait ravi de les avoir, ces doses. Bah oui, mais vous avez entendu ce qu'il a dit. On leur a annoncé 1800, puis 760. Enfin, c'est un va-et-vient permanent. Sacha nous dit, les soignants en général, on va finir par nous accuser de tous les maux. N'oubliez pas que nous sommes des citoyens comme les autres. Et ce n'est pas parce que c'est notre métier c'est de soigner les autres, que nous devons tout accepter. Certes, Sacha, et je sais que Sacha est contre la vaccination systématique des soignants. Enfin, obligatoire. On va en reparler tout à l'heure avec vous. Je ne sais pas si on a le temps de faire notre tour de table avant l'heure. Il nous reste 2 minutes. Geneviève, on va commencer avec ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Moi, c'était le voyage du pape en Irak. Ouais. C'est la première fois qu'un pape va en Irak. La situation des chrétiens en Irak est assez catastrophique, puisque depuis 2003, ils sont passés à peu près d'1 500 000 à 300, 400 000. Alors évidemment, il est dans son rôle, en allant soutenir les chrétiens d'Orient, mais il y va à un moment de pandémie, donc il n'y aura pas de bain de foule, ça va être un contexte extrêmement particulier, et surtout il y va pour défendre le dialogue interreligieux. Et ça, c'est un point qui me semble très important. À un moment où on se raccroche tous à la laïcité, où c'est quelque chose d'extrêmement important, il va y avoir une prière œcuménique avec des chrétiens, des musulmans. Il va également rencontrer l'ayatollah al-Sistani, qui est un homme qui défend une citoyenneté commune à tous les Irakiens en dehors de leur religion. Et au-delà de la laïcité, qui est quelque chose d'essentiel, et notamment pour nous, le dialogue interreligieux, c'est aussi, dans une période où le sacré revient quand même en force, quelque chose d'essentiel pour apaiser les tensions. Et de ce point de vue, le discours du pape est un discours important, mais je suis, moi, assez dubitative sur le dialogue interreligieux. Oui, sur le dialogue interreligieux, sur les faits et sur les effets concrets. Tout le monde n'est pas dans le dialogue. Peut-être Laurence, qui est une spécialiste, non ? Je ne sais pas. Disons que je veux quand même qu'on ne sème pas la confusion dans les esprits de nos auditeurs. La laïcité, ce n'est pas le dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, je rappelle que des associations comme Coexister ont très largement contribué, notamment dans les établissements scolaires, à semer ce trouble. La laïcité, c'est bien la séparation d'abord des églises et de l'État, et le fait que la religion n'a absolument aucune raison d'intervenir au sein des décisions publiques. Et de la même façon, l'État n'a pas à intervenir dans la religion. Donc en l'occurrence, ce dialogue interreligieux n'a pas à être organisé, ni financé, ni subventionné par l'État. Donc non, mais là c'est le pape. Non, mais là c'est le pape qui le porte. Non, mais justement, je vais finir avec le pape. Pape. Oui, mais c'est pour ça que c'est important de faire la différence. Bien sûr. La laïcité, c'est quelque chose qui est traditionnellement, en tout cas, qui a été inventé en France. Maintenant, je vais me réjouir effectivement de cette visite du pape, puisque ça sera en corrélation avec ma propre carte blanche, puisque en l'occurrence en Irak, on a une vraie problématique évidemment de la question des chrétiens d'Orient. Et tout à l'heure, quand j'évoquerai ma carte blanche, il était dans mon objectif de parler justement de cette visite du pape, parce que effectivement, la chrétienté est très clairement menacée dans les pays d'Orient, notamment ceux qui sont sous domination islamique. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. On va reparler évidemment de la vaccination. Dites-nous si vous avez essayé de vous faire vacciner, comment ça se passe, et puis les violences dans les banlieues à suivre sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité comme tous les jours avec Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence, coprésident d'Opinion Valais, Laurence Taillade, essayiste, présidente du Parti républicain solidariste. Votre livre Être une femme en 2020 est paru aux éditions Michalon. Geneviève Gotzinger, vous êtes communicante et présidente de l'agence Image, et Thomas Porte, conseiller politique, et vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Nous allons parler donc de ce journaliste agressé à Reims, ce photographe arrêté à Reims, de ces violences à Lyon, à Beauvais. Le Premier ministre était en déplacement ce matin. Des déplacements, des déclarations, mais pas grand-chose ne change. Et puis on va parler de la vaccination, accélération de la vaccination. Est-ce que vous y croyez? Après ce qu'on a entendu du docteur Hamon, il est permis d'en douter. On continue notre tour de table. Donc Geneviève Gotzinger évoquait la visite du pape. Coup de cœur pour la visite du pape en Irak. Thomas, vous vouliez dire un mot sur cette visite du pape? Non, mais je considère qu'effectivement tous les gestes d'apaisement dans cette période de tension très particulière, y compris entre les religions, elles participent
À calmer une période qui est particulièrement tendue, donc si ça participe à faire avoir une désescalade sur les violences verbales et tout ce qui va avec derrière, je considère que c'est un geste d'apaisement qui va dans le bon sens. Et puis le pape a quand même eu des discours de rupture avec ses prédécesseurs, notamment sur les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, donc il a des positions qui sont quand même plutôt extrêmement progressistes et qui sont intéressantes dans la période qu'on traverse. Oui. Laurence, alors on va passer à votre coup de gueule qui n'est pas effectivement sans lien avec ce qu'évoquait Geneviève. Alors oui, moi je voudrais revenir sur le rapt de lycéennes qui a eu lieu encore la semaine dernière au Nigeria. C'est pas le premier, il y en a eu un certain nombre depuis 2014, puisque le premier qui a été évoqué dans les médias, c'était en avril 2014. Presque 300 jeunes filles, 276 qui avaient été raptées. Donc pourquoi je voudrais revenir là-dessus? Parce que déjà, j'ai pas vu beaucoup de réactions de la part des politiques français, et encore moins des politiques de la gauche. Mais surtout parce que quand on observe ce qui se passe là-bas, et donc ce sont des rapts qui sont commis par Boko Haram, qui est un groupuscule plutôt organisé islamiste, on se rend compte qu'en fait, ils sont simplement en train d'appliquer une doctrine qui est la leur, qui est une doctrine qui considère que le mise en esclavage est quelque chose de normal, que ces jeunes filles peuvent être négociées comme de simples marchandises, et puis qu'elles peuvent être aussi mariées de force et violées, dans la perspective évidemment de leur faire avoir des enfants qui seront de futurs soldats. Tout ça dans l'objectif global d'entretenir une terreur locale par rapport à ces groupuscules, en sachant que la plupart des jeunes filles qui sont enlevées, et là on revient sur les propos de Geneviève, sont des chrétiennes. Donc cette idéologie, moi, elle me pose un autre problème, c'est qu'en fait, elle va chercher son idéologie directement dans les traditions des traites arabo-musulmanes, parce qu'on en parle très peu, mais ceux qui sont à l'origine de l'invention notamment de l'esclavagisme, ce sont les arabo-musulmans qui, dès le 7e siècle, ont commencé à faire des rapts, à aller chercher notamment des blanches en Europe, mais aussi des noirs en Afrique noire, et ont été les plus gros esclavagistes de toute l'histoire humaine, puisqu'il y a 17 millions de Noirs qui ont été mis en esclavage entre l'an 650 et l'an 1920. Oui. Donc, à un moment, il est important de rappeler que dans l'idéologie islamiste, il n'y a pas d'égalité de traitement entre le musulman et non-musulman, et l'ensemble de l'histoire de ces conquêtes le démontre. Et en l'occurrence, la femme, elle, continue à avoir un statut inférieur, quel que soit le niveau de traitement de cette religion. Donc moi, je suis un peu en colère, même très en colère, après toute cette gauche qui se complaît dans une relation avec des islamistes au quotidien, qui nous dit qu'elle milite pour l'égalité homme-femme, mais qui en même temps accepte que cette idéologie trouve un terreau sur notre territoire, et qui donne son soutien par exemple à des gens comme Assa Traoré ou à des indigénistes post-coloniaux, qui en réalité pensent défendre et se défendre contre le colonialisme et l'esclavagisme, sauf que lorsqu'il s'agit de colonialisme ou d'esclavagisme dans les territoires arabes, eh bien, on n'en parle pas. Et moi, ça, c'est mon coup de gueule. J'aimerais bien les entendre aussi sur ces réalités. Il veut réagir, Thomas, non? C'est pour Thomas. Ouais, c'est pour Thomas. C'est pour Thomas. Oui, c'est pour Thomas, là. C'est peut-être pour moi, mais bon, là, je pense que vous pourriez changer de parti et prendre votre carte au Rassemblement National, parce que là, vous avez réussi à faire le parallèle entre ce qui se passe avec Boko Haram, avec ce qui se passe dans l'histoire musulmane, avec Assa Traoré. Vous avez un peu tout mélangé. Je crois que la gauche, elle a toujours revendiqué ses valeurs, et on n'a jamais transigé sur la question de la lutte contre le terrorisme, parce que ce qui se passe avec Boko Haram, c'est un groupe armé terroriste qui aujourd'hui se sert de ses personnes pour faire des monnaies d'échange, et on a toujours condamné ce genre de choses. Ce sont des chrétiennes qui sont enlevées. Mais bien sûr, mais moi on n'a aucun souci, on n'a jamais refusé de condamner ces groupes-là et tous les groupuscules qui mènent des actions violentes, quels qu'ils soient, sur le territoire mondial, et il faut une réponse très forte au terrorisme. Donc accuser la gauche de complaisance avec Boko Haram et faire le parallèle avec Assa Traoré, dont le frère, entre parenthèses, quand même, a été assassiné par des policiers français. Là, vous risquez la diffamation en disant ça, parce que ça n'a pas été oui, mais il y a eu quand même un rapport encore hier d'un policier qui a fait l'autopsie sur George Floyd, qui a pris la parole dans les médias. Oui, mais la diffamation, elle a été condamnée à Assa Traoré pour avoir dit ça. Oui, donc faites attention. Elle a été condamnée à retirer son post Facebook. Mais oui, bon, mais voilà. Elle a été condamnée pour diffamation. Elle a été condamnée pour diffamation, Thomas. Et on voit, mais laissez-moi terminer là-dessus, on voit que toutes celles et ceux qui aujourd'hui viennent nous donner les leçons de justice sont les premiers à dénoncer la décision à l'égard du
Nicolas Sarkozy, donc je veux bien qu'il y ait un 2 poids 2 mesures, mais il faut aussi à un moment, faire il faut attention. que vous arrêtiez, parce que voilà, Allez, vous êtes en train de parler d'amalgame que je ferai. Je suis désolée, mais déjà, vous m'avez amalgamé avec le Rassemblement national. Manifestement, vous n'avez pas lu mes écrits. Si vous les aviez lus, vous sauriez que je suis une femme de centre-gauche depuis très longtemps et que s'il y a quelqu'un qui milite contre l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est moi. Donc, c'est bien dommage de raconter n'importe quoi sur une antenne sur ce genre de débat. Je n'ai pas parlé de Nicolas Sarkozy. À un moment, il faut savoir être juste. Quand on se dit se battre contre l'esclavagisme, le post-colonialisme, etc., on les reconnaît tous et on les condamne tous et on les dénonce tous. Mais on ne fait pas de l'angélisme en disant « Ah bah oui, vous êtes de pauvres victimes de la France », mais de l'autre côté, il n'y a aucune dénonciation qui est faite. Et je suis désolée, j'ai été voir avant sur les réseaux sociaux si des gens qui manifestement se militent avec vous ont dénoncé ces enlèvements par Boko Haram. Il n'y a rien eu sur les réseaux sociaux de la part des militants de gauche. Pour être tout à fait juste, Laurence, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation de qui que ce soit. C'est bien dommage. Oui, mais personne ne s'est mobilisé. On va parler aussi, il y aura le coup de gueule de Thomas. C'est vrai que quand on parle de l'étranger, il y a une sorte de blackout, ça n'intéresse pas. Une sorte de désintérêt. Mais justement, ce qui est quand même étrange là, dans le cas précis qu'évoque Laurence, c'est la différence de traitement entre ce qui s'était passé en 2014, où vous vous souvenez, il y a eu un grand mouvement d'opinion, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Bring Back Our Girls, et cette fois-ci, rien. À l'époque de Chibok, tout le monde en avait parlé, et là, il y a une espèce de désintérêt. Peut-être parce qu'on est tous obnubilés par la pandémie, peut-être parce qu'effectivement notre champ de vision s'est extrêmement rétréci sur nous-mêmes, sur la manière de sortir de cette crise qui est effectivement réelle, et que du coup on a un regard beaucoup plus distancié sur le reste de l'actualité, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale. Jérôme Ripoll. Jérôme, attendez, Laurent, je voudrais que Jérôme puisse... Juste un dernier point. Moi, je vais être moins radical que ne l'est Thomas, mais je crois, Laurence, qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous prenez un argument historique et que vous le translatez avec une réalité actuelle, donc en l'occurrence la traite, les faits historiques que vous avez rappelés sont indéniables, mais moi ça me fait furieusement penser à Éric Zemmour. Pourquoi ? Ces parallèles historiques, ils sont dangereux parce que ils sont vraisemblables. Ils sont réalistes, mais c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. On est face à un mouvement terroriste qui utilise les armes du terrorisme, c'est-à-dire le fait de tuer des gens, le fait d'en contraindre d'autres, et je trouve que ça n'a absolument rien à voir avec la traite dont vous parlez. Et je pense qu'il ne faut pas tracer de parallèle historique comme ça. C'est un premier parallèle dangereux. Deuxième parallèle, on ne peut pas tracer une ligne directe entre ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe en France, qui est une complaisance à l'égard d'une certaine partie de la gauche, toute petite partie quand même malgré tout, de la gauche, qui a eu des stratégies peut-être électoralistes particulières vis-à-vis de l'islam ou des islamistes. Ça existe, c'est indéniable, il faut le condamner. Maintenant, on ne peut pas en faire une généralité. Et je pense que c'est dans notre débat, dans le débat qu'on doit avoir et le débat qui va arriver sur les prochaines présidentielles, il faut quand même beaucoup d'intelligence, beaucoup de mesures, sinon ça va partir dans tous les sens. Et ce qu'on craint depuis très très longtemps va quand même arriver. Et je pense qu'il faut, et surtout quand on se dit de centre-gauche, il faut éviter de tracer des parallèles comme ça qui, historiquement, sont dangereux. J'ai beaucoup de respect pour vous et je pense important de le rappeler. Mon coup de gueule peut-être, voilà, qui va nous ramener sur un sujet plutôt français. Moi, mon coup de gueule, c'est des stagiaires qui n'ont pas de stage, c'est des stagiaires en colère. Il y a 1,6 million, ça c'est la dernière étude du Conseil économique et social, ça date de 2016, il y a 1,6 million de stagiaires en France. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, des secteurs entiers qui ne travaillent plus. C'est l'hôtellerie, c'est la restauration qui était pourvoyeur de beaucoup de stages. Où aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises qui accueillent 54% des stagiaires qui aujourd'hui ne peuvent plus les accueillir parce qu'il y a le télétravail. Il y a plein de stagiaires qui aujourd'hui sont en déshérence, qui n'ont pas de stage et qui sont, alors que ces stages sont obligatoires. Et je dis, il faut peut-être prendre une solution. Personne ne s'en occupe. Moi, cette année, j'ai été débordé de demandes de parents et de grands-parents qui sont complètement désarçonnés parce que leurs petites filles, leurs petits enfants ne trouvent pas de stage. Et je pense que ça aussi, c'est un vrai problème. On parle beaucoup de la jeunesse, mais la jeunesse qui aujourd'hui ne peut pas trouver de stage, c'est un grave problème. Et il y a des mesures qui aujourd'hui pourraient être prises. Alors,
s'il vous plaît, pensons aux stagiaires. Moi, on en a pris ce qu'on pouvait. Hein, on est dans le cadre légal. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que les grandes entreprises reprennent leur part dans ce travail et fassent quelque chose. Sinon, il va y avoir une catastrophe et beaucoup de stagiaires et de stages obligatoires n'auront pas lieu. Oui, absolument. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. On continue. Il y aura Thomas avec son coup de gueule. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. On va revenir sur les violences dans certaines banlieues, l'accélération de la vaccination. Est-ce que vous y croyez? Et puis évidemment, à l'intérieur de ce sujet, la vaccination des soignants en question avec le président de la République qui souhaiterait que les soignants soient vaccinés j'allais dire de force, qu'on les oblige à se vacciner. Ça suscite évidemment beaucoup de réactions. Thomas, donc Thomas Porte, un coup de gueule. Oui, c'est sur Sanofi, c'est pas le premier que je passe ici sur cette entreprise, et là ça va pas être par rapport à ce qui se passe en France, mais Sanofi a une usine au Bangladesh qu'il a décidé de fermer du jour au lendemain en laissant 1100 salariés sur le carreau, sans aucune indemnité. Et ces gens sont mobilisés depuis maintenant plusieurs semaines pour exiger d'avoir une prime de départ et d'avoir des compensations financières suite à cette fermeture du jour au lendemain. Il y a des salariés qui sont en grève de la faim depuis presque 10 jours. Et un des salariés qui est en grève de la faim est décédé. Il a eu un arrêt cardiaque et voilà, il y a un lien qui a été fait entre la pression et les menaces, puisque la direction de Sanofi menace les salariés qui sont en grève et leur demande d'arrêter. Et aujourd'hui, on a une multinationale qui réalise des profits astronomiques, qui a quand même versé, je rappelle, en période de pandémie, 4 milliards d'euros de dividendes. Et on a appris en février que le président du conseil d'administration avait son salaire qui avait été augmenté de 14 ou 18%, donc de 100 000 euros supplémentaires. Et à l'opposé, elle ferme une boîte au Bangladesh où elle laisse des gens sur le carreau, dont un est décédé dans une misère la plus totale. Donc c'est quand même un symbole de ces multinationales qui se sentent toutes puissantes et qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Et on en parlera tout à l'heure, parce qu'on le voit aussi avec ce qui se passe avec le vaccin. C'est un peu la conséquence d'avoir laissé faire ces Big Pharma depuis des années. Donc ils ont fermé leur usine en fait là-bas, c'est ça? C'est ça, ils ont fermé l'usine. Ils ont fermé complètement l'usine. Bah, écoutez, ils ont vendu les parts à une autre société en laissant les salariés à leur propre sort. Moi, je voulais apporter une précision. Vous savez, hier, les auditeurs m'ont interpellé en me disant vous êtes corporatiste, vous ne parlez pas de cette information du canard enchaîné selon laquelle des journalistes de BFM, des médecins auraient été surpris dans un restaurant. Eh bien, il s'avère que c'est faux. Ça a été corrigé hier. Il n'y avait pas de journalistes de BFM dans ce restaurant. C'était une information erronée. Il y avait des soignants qui fêtaient, et des médecins, je crois, qui fêtaient le pot de départ d'une infirmière. Ce n'est pas plus autorisé, mais ce que je veux dire, voilà, soyons tout à fait justes dans l'information. Il n'y avait pas de journaliste de BFM. Et puis, juste aussi pour rester à l'étranger, c'est ce qui se passe en Birmanie, dont on parle assez peu. On tire à balles réelles sur des manifestants, il y a des morts, et la situation là-bas est absolument catastrophique. Ça intéresse assez peu la France, donc je trouvais que c'était bien de l'évoquer ici. Voilà. Et puis notre auditeur Xavier qui poursuit sa quête du vaccin, il est en Occitanie et donc il n'arrive pas à prendre de rendez-vous. Il vient d'appeler l'ARS Occitanie, on lui a répondu on attend, puisque les centres de vaccination sont toujours interdits aux 65-75 ans et tous les médecins ne veulent pas vacciner. Donc Jérôme Ripoul. Sauf maladie chronique, effectivement. Mais il a comorbidité. Mais il a comorbidité. Ouais. Ah ouais. Alors, oui. Moi, je pense que le mieux qu'il aura à faire, c'est se rapprocher de son médecin généraliste. Oui, mais qui ne veut pas vacciner et qui lui a dit de se rapprocher d'un centre de vaccination. Donc on est chez lui. Alors il y a effectivement quelques médecins au début de la vaccination. Il y a eu des médecins qui ont été assez réticents sur les vaccins. Peu, très très peu, il faut le dire. Non, c'est pas de la réticence là dans ce cas-là, c'est que c'est la complexité de l'organisation. Vous avez entendu Jean-Paul Hamon qui doit aller à 8 heures tout à fait, chercher les vaccins. Il y a une seule étiquette pour les 15 doses. Enfin, c'est vraiment une organisation assez compliquée. Donc il y a beaucoup de médecins qui ont renoncé. Moi, j'ai entendu des gens qui faisaient le pied de grue dans les centres de vaccination et certains obtenaient gain de cause. Bon, c'est pas la meilleure solution, je le concède, et c'est la preuve que tout dysfonctionne. Mais je pense que là, il faut faire le forcier. Il faut être surtout s'il a une comorbidité, je peux comprendre qu'il soit très très inquiet. Oui, mais Laurence Taillade. La disparité géographique
géographique, elle est démontrée. Il y a de nombreux médias qui ont fait des reportages là-dessus. Moi, j'ai eu des témoignages simplement entre l'Est et l'Ouest du département dans lequel je suis, donc dans le Cantal, où dans l'Est du département, il est très difficile, même pour les personnes de 80 ans, puisque les témoignages que j'ai, c'est des personnes de 80 ans qui, de droit, doivent être vaccinées et qui sont obligées de se rendre de l'autre côté du département, donc dans l'Est, pour pouvoir avoir un vaccin, c'est-à-dire faire plus de 75 km en montagne, c'est-à-dire 1 heure et demie de route. Donc voilà, la réalité, elle est là, c'est qu'il y a un vrai problème d'approvisionnement pour les personnes qui, de droit, doivent avoir un vaccin. Si vous prenez la Seine-Saint-Denis, par exemple, on dit qu'il faut presque 3 ans si on veut atteindre la vaccination totale, parce qu'il y a une pénurie de doses et de vaccins à destination de ce département qui est un des plus pauvres de France. Oui, enfin partout. Haute-Seine, qui est le plus grand département, le deuxième département le plus grand, je crois, ou le plus grand, je ne sais plus, ils ont 8000 doses. Enfin, ils avaient 8000 doses. Je ne sais pas si ça s'est amélioré. Paris, pareil. Mais il y a effectivement un problème. Donc cette accélération de la vaccination, vous avez entendu le Premier ministre hier qui a annoncé le triplement des livraisons de vaccins. D'ici mai, nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Donc, écoutez, à force d'accélérer, tous les 3 jours on accélère. Allez, on va accélérer, on accélère. On va finir par passer le mur du son, à force d'accélérer comme ça. En attendant, on voit les chiffres, on voit les courbes par rapport à nos voisins anglais, par exemple, et on est toujours dans quelque chose de totalement catastrophique. Donc, on a échoué sur ce point comme on a échoué sur tout le reste. On est déclassé sur ce point comme on est déclassé sur tout le reste. Et il y a un moment où je pense que là, le moment n'est pas encore venu, parce que on est dans une logique où tout le monde quand même se serre les coudes, se soude derrière l'exécutif, donc on a l'impression d'avoir des sondages de popularité qui restent forts pour Emmanuel Macron, mais quand on va en être sorti, à mon avis, le débat sur la gestion de la crise, on n'y échappera pas, et il n'y échappera pas. Oui, Jérôme Ripoul. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il va y avoir, il risque d'y avoir un tsunami de remise en cause, d'interrogation, de colère, et c'est pas tenir ensemble, ça va être tenir sans lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir un responsable qui va être pointé du doigt. Je crains d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas si ça rend très bien compte, mais risque d'être la cible de toutes les critiques et d'arriver dans une présidentielle, dans une situation extrêmement difficile. Parce que là, il va y avoir quand même une remise à plat de beaucoup de choses dans le système français, et notamment en haut de l'État, qui risque d'être quelque chose de ravageur pour lui. Donc moi, je ne sais pas s'il a pris la mesure de cette espèce de colère qui est très très latente, et qui dans les territoires s'exprime, je trouve, de façon assez raisonnée. Enfin, on parlera aussi des émeutes, parce qu'elles peuvent aussi s'exprimer de manière émotionnelle, mais je pense qu'il devrait faire très 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 attention. C'est-à-dire que les gilets jaunes n'ont peut-être été qu'un petit coup de semonce, et que ça peut vraiment déborder ailleurs dans la société. Oui, c'est possible. Thomas ? Oui, suite aux annonces hier de Jean Castex, personne ne croit au fait qu'on aura 20 millions de personnes vaccinées. Quand on voit aujourd'hui l'état de la situation, vous avez 30 millions, vous avez un médecin qui est venu parler ce matin, on voit bien les complications pour se faire vacciner, le dénuement total pour avoir les vaccins, l'organisation dans les centres de soins. Mais effectivement, je partage ce qui vient d'être dit. Il va falloir une remise à plat, et notamment un état des lieux de manière très précise de la gestion de cette crise. Et il y a des responsables qui sont au plus haut niveau de l'État, qui gouvernent et qui prennent des décisions stratégiques et qui devront rendre des comptes à une population aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron, il a fait le choix depuis le début de ne pas consulter la représentation nationale, de s'enfermer dans une espèce de conseil de défense qui est une structure, je l'ai dit ici plusieurs fois, antidémocratique au possible, où à 5, 6, 7 experts, il décide de tout, sans consulter notamment les territoires, sans consulter les élus de proximité, sans consulter les associations. Et aujourd'hui, ça a été un fiasco sur les tests, un fiasco sur les masques, un fiasco sur les vaccins. Et juste, je finis, parce qu'on a vu l'Italie qui a bloqué un certain nombre de doses, par exemple. Mais on revit ce qu'on a vécu sur les masques. C'est-à-dire que sur les masques, on avait des gens qui se battaient sur les tarmacs des aéroports avec des valises pleines de billets pour acheter les masques pour leur pays. Et aujourd'hui, quand on n'a pas de coopération et qu'on n'a pas de stratégie mondiale sur le vaccin et qu'on refuse d'en faire un bien commun accessible à tous, on va avoir une guerre des doses où celui qui va mettre le plus de monnaie sur la table va attirer les doses. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Et une fois de plus, on va avoir une stratégie vaccinale à l'échelle mondiale, parce qu'on a bien conscience qu'au regard de la pandémie, il faut une vaccination mondiale pour sortir de cette crise-là. C'est pas parce qu'on va vacciner tous les Français, on va pas se confiner à l'intérieur du pays non plus. Il y aura pas de réponse sans une vaccination à l'échelle mondiale. Oui, on a beaucoup de témoignages. On accélère tellement que mon papa de 81 ans n'est toujours pas vacciné. Chris nous dit, chez nous, il n'y a
pas moyen de se faire vacciner, alors leur communication est un mensonge permanent. C'est-à-dire que c'est ce décalage incroyable qu'il y a entre ce que vivent les Français et ce qu'on entend dans les conférences de presse. J'arrive pas à récupérer certains commentaires Facebook, mais ça va dans ce sens. Une personne me parlait de son père de 91 ans avec des comorbidités qui n'a pas eu accès au vaccin. Donc le terme de bordel, je l'assume totalement. Jérôme Ripoul. Et puis il y a eu, on en a parlé notamment en Seine-Saint-Denis, mais donc sur la population il y avait une fracture digitale, mais on le trouve aussi sur la population en fonction de l'âge. Et donc vous avez des gens qui ont plus de 90 ans ou 98 ans, qui ont des enfants de 75, 77 ans qui sont pas des geeks, et donc leur seule option c'est le téléphone, et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne donc pas. c'est catastrophique, parce que le digital ça a plutôt pas mal fonctionné, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on arrivait à passer entre les mailles du... Oui, on arrive à passer... Non, enfin, je vais vous passer mon père de 84 ans à Paris, qui manie très bien le digital et qui n'est toujours pas vacciné. Oui, et notre auditeur ma tante aussi. À Paris, 90 ans, et effectivement, je dis on est passé entre les mailles du filet, c'est-à-dire qu'on s'est réveillé à 2h du matin, on a essayé, et on est passé, voilà. Mais effectivement, je pense que on est passé entre les mailles du filet. Sinon, ça allez, Jérôme, mais vous n'êtes pas, malheureusement, vous n'êtes pas la France et vous n'êtes pas aussi. Mais non, mais je vous dis, voilà. Non, mais moi, je voudrais juste quand je dis passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire qu'on est... Pourquoi je vous dis ça? Parce que la France, c'est pas Paris, et que la France n'est pas couverte sur le plan numérique partout. Je suis à Perpignan, Laurence. Oui, mais ça ne fonctionne pas à Paris non plus, Laurence, pour vous rassurer, si tant est que ce soit rassuré. Le problème n'est pas là, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que vous êtes en train de dire c'est difficile de prendre des rendez-vous, mais il faut déjà pouvoir se connecter. C'est ce que je dis, fracture digitale. Le problème, c'est déjà d'avoir accès à Internet. Toute la France n'a pas accès à Internet, et il y a encore énormément de zones blanches. Donc à l'heure où on se pose la question de la 5G, je trouve ça quand même incroyable qu'on ne se soit pas d'abord posé la question de savoir si les gens ont réellement accès à Internet, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est la première des choses. Et puis, pour la petite boutade, Thomas Portet, je suis parfaitement d'accord avec vous sur la stratégie vaccinale. Vous allez pouvoir prendre votre carte ORN. Vous allez pouvoir prendre votre carte ORN aussi, puisqu'on est d'accord. Ah, c'est pas forcément le cas. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Jérôme Ripoul, Thomas Porte, Laurence Taillade et Geneviève Gotzinger. Nous parlions donc de la politique vaccinale. C'est vrai que c'est compliqué. On a pas mal de témoignages. Xavier, notre auditeur témoin, nous dit que lui aussi est à Perpignan et que non, ça ne marche pas sur Internet, Doctolib. C'est impossible de prendre un rendez-vous. Il m'a même j'ai envoyé... pas essayé Perpignan. Pardon? J'ai pas essayé Perpignan. Et non, mais il m'a envoyé la photo de son ordonnance avec comorbidité. Il n'arrive pas. Il faut quand même être ingénieur aujourd'hui pour arriver à se faire vacciner, attendre des heures. Laurence Taillade, ça se passe comment chez vous? On peut se faire vacciner assez facilement à Aurillac, qui a presque trop de doses, mais par contre à Saint-Flour c'est compliqué. Ouais, c'est ça qui est complètement dingue. On peut dire quand même, puisque le président de la République et le Premier ministre sont revenus sur la vaccination du personnel soignant, environ 40% des personnels des EHPAD, 30% des soignants en ville et à l'hôpital ont été vaccinés. Ça ne suffit pas, dit le ministre de la Santé. Une lettre, on y croit encore, l'ensemble des soignants du pays va être envoyé, l'ensemble des soignants du pays. Qu'en pensez-vous? On l'a largement abordé hier et c'est vrai que c'est un sujet qui fait polémique. Et je retiens le témoignage de Sacha qui nous dit et qui nous disait hier et qui m'a réécrit en me disant voilà, moi ça fait 35 ans que je suis à l'hôpital, j'ai vu l'appauvrissement, tout ce qui s'est passé et c'est pas parce que les soignants se feront vacciner que ça changera quelque chose. Mais il y a quand même un gros problème aujourd'hui de Covid nosocomial qui est très important. Alors, tout à fait. Jérôme Ripoul. Oui, tout à fait. Il y a deux choses. C'est que les soignants ont une responsabilité dans le fait que il y a des Covid effectivement nosocomiaux. Alors qui semblerait, moi j'ai pas mal discuté avec deux directeurs d'hôpitaux qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup d'apports extérieurs. Il y a des visites quand même qui continuent à se faire dans l'hôpital parce qu'il y a des personnes en fin de vie et donc les médecins ont la possibilité de laisser les proches accéder à leur famille quand il va y avoir un décès ou on sait que la personne est dans une fin de vie.
aussi. Et il y a aussi effectivement des soignants qui ne sont pas vaccinés. Alors les soignants qui ne sont pas vaccinés, il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a eu une polémique sur le vaccin qui leur est destiné, c'est AstraZeneca. Et que le président a lui-même entretenu le doute que ce vaccin avait des effets secondaires assez lourds. Ce qui, semble-t-il, après, et n'était pas complètement efficace. D'ailleurs, il y a eu une polémique aussi qui s'est entretenue avec Boris Johnson, puisque AstraZeneca est un vaccin qui est en partie anglais. Et je crois que ça n'a pas été de très bonne guerre, parce que au final, aujourd'hui, on a des soignants qui disent, écoutez, moi, AstraZeneca, je ne veux pas me faire soigner, parce qu'il y a des effets secondaires. Il semblerait que ça soit quand même moins grave que ça. Moins important. Voilà. Et franchement, si les soignants peuvent se faire soigner, ça serait super. Maintenant, vacciner, pardon. Ça serait super. Maintenant, voir le ministre de la Santé écrire une lettre à tous les soignants, franchement, là aussi, c'est du 19e siècle, quoi. Une lettre à tous les soignants, oui. Bon. Non, une lettre à tous les soignants, pourquoi pas? C'est un procédé quand même. Je suis d'accord avec Jérôme en ce sens que le discours contradictoire sur AstraZeneca, ça c'est certain que ça n'a pas aidé. De toute façon, la contradiction des discours, d'une manière générale, ça n'aide pas en termes de communication. Après, moi, je vais être plus sévère que vous. Je trouve ça totalement irresponsable de la part des soignants de refuser la vaccination. Depuis 1 an, on nous inflige en termes de liberté d'aller et venir, en termes de vie, en termes de restriction des libertés, quelque chose de proprement hallucinant. Et on sait qu'on ne va s'en sortir qu'avec cette vaccination. Donc, que certains soignants refusent cette vaccination dans le contexte présent, ça me semble complètement fou. Et moi, je serais pour quelque chose de beaucoup plus coercitif à leur égard qu'une simple lettre. Oui. C'est une obligation vaccinale pour ceux qui ont la charge de notre santé. Parce que les maladies nosocomiales qui aujourd'hui que le Covid devienne une maladie nosocomiale, c'est absolument hallucinant. Voilà. Donc il y a des vaccins obligatoires. On est là dans le cadre d'une pandémie et d'une situation qui nous affecte tous. Ça devrait rentrer peut-être de manière transitoire dans le cadre de ces vaccins obligatoires. Mais plusieurs soignants, je vous donne la parole Laurence, nous ont signalé aussi qu'ils allaient travailler en étant positifs et qu'il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Laurence Taillade. Il ne devrait pas. D'abord un témoignage, c'est que le premier cluster cantalien, vous vous rappelez, lors de du premier confinement, le Cantal était un endroit qui avait été très épargné. Le premier cluster, c'était à l'hôpital de Saint-Flour et c'est parce qu'une dizaine de soignants avaient la Covid, travaillaient avec la Covid et l'ont transmis à leurs patients. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, la Covid est une maladie maintenant nosocomiale. Elle est devenue la première maladie nosocomiale. Donc, il y a une vraie interrogation à avoir par rapport à ça. La deuxième chose, c'est, comme l'a très justement dit Geneviève, c'est qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires quand on va travailler, notamment le vaccin contre l'hépatite B. Et je voudrais vous rappeler, au début du lancement du vaccin contre l'hépatite B, les nombreuses polémiques qu'il y a eu. Et finalement, c'est un vaccin qui est aujourd'hui obligatoire quand on travaille en laboratoire ou en profession médicale. Enfin, je voudrais quand même rappeler que le vaccin n'a d'intérêt que lorsqu'il n'est pas réfléchi à titre personnel, mais à titre collectif, puisque c'est lorsqu'il y a une couverture vaccinale globale qu'il y a un intérêt. Donc j'aimerais bien qu'on arrête la culture du jeu dans cette discussion et qu'on aille plus vers la culture du nous, puisqu'il n'y a que collectivement qu'on va réussir à trouver une solution. Donc dès lors qu'il y a un intérêt plus important et un bénéfice plus important que les risques qui peuvent être encourus à titre individuel, eh bien peut-être qu'il doit y avoir effectivement une dynamique en direction d'une vaccination plus globale et peut-être d'une obligation du vaccin. Mais moi, je suis pas médecin pour dire ça. En attendant, si il n'y a pas plus de risques que les quelques risques secondaires qui ont été évoqués, c'est-à-dire un peu de fièvre, 2 ou 3 jours où on se trouve mal, voire une réaction allergique, mais enfin comme on est présent en centre médical, cette réaction allergique elle peut être rapidement traitée. Je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas à ce vaccin la même forme d'obligation que celle pour l'hépatite B. Oui, Thomas. Oui, j'entends le débat, effectivement, mais je crois que Jérôme l'a rappelé, le fait qu'il y ait eu certaines polémiques et certains discrédits sur ce vaccin, y compris au plus haut niveau de l'État qui ont été entretenus, ça n'a pas aidé dans une période où il y avait déjà beaucoup de scepticisme sur la vaccination au regard de l'opacité qu'on a connue depuis plusieurs mois, puisque je vous rappelle quand même qu'au départ, quand il y a eu les vaccins et les accords passés au niveau de la Commission européenne, on avait du mal à avoir les contrats de ce que contenaient les vaccins. Moi maintenant, j'aimerais aussi qu'on arrête de cibler les soignants, parce qu'on est en train, moi je pense qu'il y a une opération de com derrière aussi du gouvernement qui dit les soignants ne veulent pas se faire vacciner. Mais il y a aussi des centaines de milliers de gens. Oui, mais il y a aussi des milliers de gens et des millions de gens dans ce pays qui veulent se faire vacciner et qui n'y arrivent pas. Donc vaccinons celles et ceux qui sont aujourd'hui prêts à se faire vacciner de suite.
et répondons à ce besoin-là, et ça participera à la stratégie collective de vaccination. Je crois qu'il y a ça. Et puis rendre un vaccin obligatoire, c'est quand même un débat sérieux qui ne peut pas se faire simplement du point de vue du ministre de la Santé. Il faut qu'il y ait un véritable débat au sein du Parlement et de la représentation nationale pour décider d'une stratégie sur une vaccination obligatoire. Mais arrêtons de pointer les soignants du doigt et vaccinons déjà toutes celles et ceux qui veulent se faire vacciner. Vous l'avez répété depuis le début de l'antenne, on a des dizaines de cas qui appellent, qui disent on veut se faire vacciner, on n'y arrive pas. Donc répondons déjà à ces gens-là qui sont prêts à se faire vacciner de suite, et on va arriver progressivement à une vaccination collective, j'en suis persuadé. Et je crois que les soignants sont des gens très responsables, et depuis le début de la crise, ils ont quand même prouvé que c'est grâce à eux aussi qu'on tient ce pays, qu'on a pu éviter de nombreux drames humains. Oui, mais il y a d'autres soignants qui, eux, sont vaccinés, qui sont dans les hôpitaux et qui sont dépités de voir qu'un certain nombre de leurs collègues ne veulent pas. C'est ce que nous disait un médecin hier qui témoignait en disant il nous reste des doses le soir et on fait un appel dans l'hôpital et personne ne vient pour se faire vacciner. Mais les soignants sont des citoyens comme les autres, c'est une réalité. Pas tout à fait. Si. Ils sont là pour nous soigner, pas pour nous contaminer, le cas échéant. Donc quand vous voyez effectivement on a un auditeur en ligne avec nous, André de Bayonne. Bonjour André. Oui, bonjour. Je confirme ce qui a été dit par l'auditeur ce matin concernant le parcours du combattant pour essayer d'avoir un rendez-vous. Ouais. Moi, j'ai passé 2 heures hier au téléphone. Aujourd'hui, pareil. J'ai appelé différents centres de vaccination. J'ai consacré du temps pour essayer d'avoir vraiment un rendez-vous. Mais donc voilà, c'était vraiment impossible. Voilà. Ouais. Je pense ce serait bien qu'on marteliez un peu plus souvent encore cette carence de l'État. Vous le faites déjà. C'est ce qu'on l'a fait. Vous avez entendu Jean-Paul Hamon ce matin. C'est très bien, mais il faudrait continuer à le faire, mais de façon récurrente, pas simplement aujourd'hui, tous les jours, et voir si c'est politique, qui font de la politique politicienne en période de crise, ils font ça depuis le début de la crise. Au lieu d'avoir cherché l'union des Français, l'union des partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous tirés dans les pattes. C'est lamentable de voir une telle situation. Voilà. Et vous avez quel âge, André? Moi, j'ai 71 ans, voilà. Donc, j'étais content d'attendre l'annonce de mercredi dernier. Ouais. C'était encore un gros flop, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a votre médecin ne vaccine pas? Mais ça ne vaccine pas parce que bon, il peut pas le faire, il est tout seul. Et, ça demande quand même une certaine organisation. Il faut prendre des rendez-vous, il faut suivre, il faut préparer. Enfin, on l'a vu ce matin, ce que disait le médecin a dit ce matin. Donc maintenant, on met les médecins dans le coup, comme ça, on masque toutes les autres carences qui se cachent derrière. Voilà, c'est vraiment scandaleux et honteux. Oui, et il n'y a pas moyen effectivement d'avoir de rendez-vous. C'est ce qui revient le plus souvent avec des témoignages de gens qui nous parlent de leurs parents qui ont 90 ans, 92 ans. Tout à fait. Et c'est vrai que Laurence, une auditrice, nous dit vous trouvez normal que ce soit à nous de téléphoner pour demander à être vaccinés. Elle nous dit quand on a pour les infos, on est capable de nous retrouver. Pourquoi on nous envoie pas Merci André de votre appel, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Elle a raison, Laurence. C'est pourquoi est-ce qu'on ne nous trouve pas? Pourquoi est-ce qu'on on aurait dû inverser effectivement, mais je pense que c'est l'incapacité de l'État à mettre en place le système qui a conduit à cette solution ce sont les citoyens, ce sont les Français qui appellent pour se faire vacciner. Parce qu'en toute logique, avec les données de la Caisse nationale d'assurance maladie et des caisses primaires et des départements et autres pour ceux qui sont peut-être en couverture universelle, il y a une solution pour trouver les gens. Et au moins c'était logique, c'est-à-dire que là on savait qui était prioritaire, on les appelait au fur et à mesure. Sauf que on voit bien qu'il y a des tensions sur l'organisation, des tensions sur le vaccin. On peut pas dire qu'il y a des tensions sur les soignants et Jean-Paul Hamon a eu raison, parce qu'aujourd'hui, il y a les médecins, les pharmaciens sont prêts, les sages-femmes sont aussi sur le pont et les infirmières aussi. Donc, je veux dire, vaccinalement parlant, c'est bien parce qu'il y a eu un problème en amont avec le système de dépistage, mis en place par l'État et en aval sur la vaccination et la fourniture de vaccins. Et ça, c'est dramatique. Ouais. Parce que des deux côtés, c'est l'État. Oui, non, mais c'est. Faillite organisationnelle. Oui, faillite organisationnelle, absolument. Marie-Hélène nous dit que son médecin a eu le Covid et qu'il lui dit qu'il faut se faire vacciner. Et Sacha toujours nous dit donnez la parole aux infirmières, aux infirmiers, pas toujours aux médecins. Vous aurez un autre son. Et c'est vrai que j'ai vu un tweet qui disait les infirmiers et infirmières témoignent à visage masqué ou avec la voix transformée parce qu'ils ont peur des représailles
travail. Et c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup, les infirmières. J'ai une autre infirmière qui m'a contactée pour me dire qu'effectivement la vaccination ne changerait pas grand-chose à la situation. Donc Karine me dit, ma mère va avoir 75 ans dans un mois, elle a réussi à avoir un rendez-vous sur Doctolib très difficilement avec une convocation. Quand elle est allée au rendez-vous, elle n'était pas inscrite sur les listes. Elle a vu un médecin qui lui a dit qu'elle n'avait pas 75 ans, qu'elle devait revenir dans un mois. Enfin, c'est invraisemblable. On est dans des situations... c'est invraisemblable. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité avec Geneviève Gotzinger, Laurence Taillade, Jérôme Ripoul et Thomas Porte. Je voudrais qu'on parle également de ce journaliste, de ce photographe qui a été agressé à Reims. On en parle assez peu, je trouve. Il est toujours entre la vie et la mort au CHU de Reims. Il couvrait pour le journal L'Union une rixe dans le quartier Croix-Rouge. Son agresseur, un Algérien arrivé il y a 3 ans à Reims, avait déjà été condamné à 6 reprises depuis sa majorité, 8 condamnations en tout. Il possédait une carte de séjour puisqu'il était de nationalité espagnole. Enfin, il avait une carte de séjour espagnole. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Des affrontements ont eu lieu hier entre la police et une trentaine de jeunes dans le quartier de la Duchère à Lyon. Des véhicules ont été incendiés, des feux de poubelle, et ces incidents interviennent après un grave accident de scooter d'un adolescent de 13 ans qui conduisait sans casque. Il a été grièvement blessé à la tête. Il y a 2 versions. Les jeunes du quartier disent que le scooter était poursuivi par une voiture de police banalisée, ce que la préfecture a formellement démenti, mais tout s'est enflammé. Et puis à Beauvais, toujours des tirs de mortier d'artifice. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur étaient ce matin à Beauvais. Donc beaucoup de questions. Là, j'ai un petit peu raconté ce qui s'est passé depuis 2 jours. Jérôme Ripoul, on a l'impression que c'est un petit peu toujours pareil. On constate, on fait une visite, on condamne, on dit que les mortiers d'artifice vont être interdits, et puis ça continue. Alors, moi, j'ai envie de dire 2 choses sur ces 3 événements là qui se conjuguent, qui convergent et qui nous prennent un petit peu à la gorge. C'est premièrement, il y a un élément contextuel évident, c'est-à-dire que le couvre-feu, les 2 confinements, tout ça ont créé chez tous les Français et aussi chez les habitants des quartiers pas les plus simples et les plus favorisés, des situations très très difficiles. Ça n'excuse rien. C'est un élément de contexte. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais rappeler qu'il y a 3 ans, quasiment mois pour mois, on avait un président de la République qui organisait un petit Barnum et qui renvoyait à la figure de Jean-Louis Borloo son rapport sur les banlieues. Et qu'il y a 3 ans, il y avait des solutions. Elles n'étaient peut-être pas idéales, elles n'étaient peut-être pas extraordinaires, mais renvoyer Jean-Louis Borloo en lui disant on est entre deux mâles blancs, on va pas se remettre en rapport entre nous. À quoi ça aboutit? Ça aboutit à un simulacre, ça aboutit à rien. Et aujourd'hui, il nous a dit 3 ans après, il y a 75% des mesures du plan Borloo qui ont été mises en œuvre, ce qui a fait beaucoup rigoler les élus locaux. Et moi, je trouve que le dramatique dans tout ça, c'est que même cause, mêmes effets, c'est-à-dire que dans les banlieues, rien n'a changé. Il y a un besoin d'éducation, un besoin d'intégration, etc. Ça n'a pas été pris en compte. Et il y a un moment où ça va devenir beaucoup plus grave que ça ne l'est, parce qu'aujourd'hui, c'est Beauvais, 56 000 habitants. Quand même. On ne parle pas de Beauvais, Lyon, Reims, et puis demain, ça sera partout. Je veux dire, il faut quand même le prendre en compte. Donc là, je dis carton rouge à Emmanuel Macron, parce que pour le coup, plan banlieue, il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu, et on ne se contente de solutions provisoires. Laurence Taillade? Je rappelle la suite de l'histoire, parce qu'effectivement, là-dessus, il y a eu quelque chose d'extrêmement grave. C'est que la suite de l'histoire, c'est qu'on a nommé un conseil présidentiel de la ville, dans lequel siégeait comme héros Yassine Bellatar, qui a été nous crier des Allahu Akbar dans les rues de Paris l'année dernière. Bon, ça, c'est la parenthèse qu'on ferme. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'on a un problème qui date pas uniquement d'Emmanuel Macron, malheureusement, mais qui date de bien avant, qui est un problème de ce fameux discours victimaire qu'on a fait vis-à-vis des banlieues sans jamais prendre de décision
sanctions fermes. C'est la question du laxisme aussi, et puis de l'impunité de toutes ces personnes qui finalement peuvent commettre un certain nombre de crimes, sont des multirécidivistes qu'on bientôt on pourra plus renvoyer d'ailleurs chez eux, puisque j'ai noté que pour l'Algérie, en tout cas, le président algérien décidait de déchoir de leur nationalité tous les Algériens qui commettraient des délits à l'étranger. Donc là, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que on va, comme un certain nombre de personnes qui sont assignées à résidence, les garder chez nous. Et de ce fait, on a créé des zones de non-droit. Donc c'est quand même inquiétant de voir qu'on a des policiers, des gendarmes, des pompiers, des enseignants, des journalistes qui sont attaqués, près de 8000 policiers qui sont blessés tous les ans suite à des agressions, et on ne fait rien. Et moi, j'ai envie de dire, on s'intéresse qu'à ça, mais maintenant, regardons aussi ce qui se passe dans nos écoles. Hier, il y a eu un fait divers quand même très intéressant à Saint-Éloi de Fourques, à côté de Rouen, une toute petite commune, 500 habitants, où les journalistes nous évoquent des violences chez des gamins de CP, CE1 qui menacent de mort leurs enseignants, jettent des projectiles, menacent avec des couteaux leurs camarades dans la cantine. C'est quand même, ça devrait interpeller tout le monde, cette violence qui intervient dès les plus petites classes. Donc, à un moment, il va falloir accepter d'exercer une autorité qui n'est plus exercée dans notre pays, et que la justice soit un peu moins laxiste aussi, avec des multirécidivistes qui commencent par de la petite délinquance et finissent par assassiner des gens dans la rue. Thomas Porte. Oui, moi je partage ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. Effectivement, on a un véritable problème aujourd'hui, ces quartiers populaires qu'on laisse quelque part à l'abandon, auxquels on ne donne pas les moyens. Moi je pense que si on veut s'attaquer aux violences urbaines, c'est en s'attaquant à la violence sociale, en donnant des perspectives d'avenir. Plusieurs milliards dans la politique de la ville, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été, vous savez bien, cet argument qu'on dit... Mais qui va où, Valérie? Si on parle de l'agence nationale de rénovation urbaine. Voilà, bien exactement. On sait où ça va. À Perpignan, ça a fini dans une piscine, qui n'a servi à rien. Je veux dire, non, franchement, là. Parce qu'avant de venir, j'étais au téléphone avec une élue de Beauvais, justement, Roxane Lundy, qui nous expliquait le manque de moyens, par exemple, et depuis des années. On parle de forces de police supplémentaires, et à Beauvais, dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier Argentine, on a fermé un commissariat de police nationale. La maire a remplacé ça à l'époque par la police nationale, qu'elle a voulu armer, donc elle a fait un référendum. Les Beauvaisiens ont voté à 60% contre l'armement de la police municipale. Elle est passée outre ce vote, elle l'a armé, et aujourd'hui on a quand même des violences. Donc on voit que c'est pas une réponse appropriée, il y a un véritable problème de formation des policiers. Je rappelle quand même que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a supprimé des écoles de police, on a mis fin à la police de proximité, dont tous les experts disent qu'elle faisait un lien avec la population, et il faut un véritable travail de prévention, de formation. C'est en amont qu'on détecte aussi beaucoup la délinquance, y compris dans le plus jeune âge, mais il faut avoir un véritable travail de lien avec ces populations. Et je termine sur une chose, parce que ça m'est cher, il faut remettre au cœur de ces quartiers des services publics, donner des moyens à l'école, au collège, au lycée, remettre l'éducation comme une priorité, avoir des associations qui peuvent avoir des moyens pour faire de l'éducation populaire, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand on n'a pas de perspective d'avenir dans ces quartiers, on a des phénomènes de violence. C'est ça aussi une des réalités. Le jeune qui est là, il est né en 99, il est arrivé il y a 3 ans à Reims. Je ne sais pas si c'est une question d'intégration. Attendez, Geneviève et puis après Laurence. Là, en l'occurrence sur lui, non, c'est pas le problème n'est pas là. Après, je suis quand même d'accord sur le fait que la solution va être multiforme, et que effectivement l'éducation, les valeurs républicaines, l'école, la formation pour tous, l'intégration, enfin la question sociale, elle est essentielle. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, il me semble que la violence a quand même changé de nature dans ces territoires. On est aujourd'hui dans des gangs, des clans qui protègent des territoires, qui protègent des bandes, qui protègent un business en fait contre la police, qui vendent de la drogue. Et c'est ce business-là contre ça aussi qu'il faut lutter. Donc la question n'est pas que sociale, il faut aussi remettre, certes de la République, certes de l'éducation, on est complètement d'accord, mais également lutter contre des bandes organisées qui protègent un business, simplement. Oui, aussi. Alors Laurence
Plusieurs choses. Alors effectivement, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il y a un premier problème, c'est le fait qu'on ait supprimé un grand nombre de fonctionnaires de police dans les quartiers. Ça, c'est un vrai problème. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est le fait que les services publics soient partis de certains quartiers qui génèrent cette violence. C'est totalement faux, parce que dans ce cas-là, on aurait aussi de la violence partout dans les provinces françaises où il n'y a plus de bureau de poste, où il n'y a plus rien, en fait, qui sont complètement dévitalisés du fait justement de la fuite de ces services publics. En l'occurrence, je n'ai pas vu les paysans français devenir aussi violents que les personnes dans les quartiers. Le problème des quartiers, c'est aussi effectivement un problème d'instruction, c'est un problème de civisme et de citoyenneté. Donc là où il y a un réel problème, c'est le problème de l'intégration, et ça passe notamment par l'instruction, par les écoles, et il est temps qu'on ait une véritable instruction qui mène vers la citoyenneté et non pas une instruction telle qu'elle a été pensée par les pédagogistes depuis le début des années 80, qui considèrent que c'est à l'élève de construire lui-même son éducation, son instruction, et qu'on doit commencer par lui demander qui il est et ce qu'il veut rester, et on l'assigne dans cette condition qui est sa citoyenneté, son identité religieuse, culturelle et d'appartenance. À un moment, il va être nécessaire de rendre possible cet ascenseur social qui existait auparavant, qui était de ne pas assigner un individu à sa famille, mais bien de lui rendre possible cette extraction de son milieu naturel s'il le souhaite. Et ça passe notamment par l'instruction, par l'émancipation et puis par la laïcité qui malheureusement est très malmenée actuellement. Oui, mais pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des incidents comme cela, c'est toujours la même réponse, une visite dans les quartiers, des annonces qui ne sont pas respectées et qui ne sont pas suivies des faits. Jérôme. Oui. Alors, je répondrai juste à Laurence. Dans les banlieues, il y a de la violence, et dans les campagnes, il y a des suicides. C'est une autre forme. C'est une forme de violence contre soi-même. C'est une forme de désespérance. Moi, je pense qu'il y a un problème de. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, Laurence. C'est en clair, il faut réinvestir l'éducation nationale. Quand on va se rendre compte qu'on a eu une faillite énorme sur la santé, le deuxième sujet qu'on devrait voir revenir à la surface et qui devrait être au cœur des présidentielles, c'est ce qu'on fait et ce qu'on donne comme moyen à l'éducation nationale. On ne peut plus avoir des enseignants qui sont des enseignants au rabais, c'est-à-dire qui sont sous-payés, qui commencent dans des quartiers ultra difficiles alors que les gens expérimentés accumulent les points pour aller dans le sud. C'est plus possible. L'éducation nationale, ça doit être une priorité nationale, et aujourd'hui on paie les conséquences. On paie les conséquences. Enfin, c'est toujours un peu le même débat, parce qu'à chaque fois qu'on dit éducation, on parle de la responsabilité des parents. Enfin, il y a tout un. Oui, mais c'est un peu comme disait l'auditeur, c'est-à-dire qu'on n'en tire pas les conséquences et qu'on se retrouve 15 ans après à devoir payer les pots cassés. Après, il y a un problème. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Valérie. C'est attention, on comprend plus rien avec ces histoires d'immigration. Comment ce jeune est né en 99 en Algérie, s'est retrouvé en Espagne, arrive en France. Ça, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour Marine Le Pen. Et Gérald Darmanin pourra faire ce qu'il veut. C'est des informations qui sont des déflagrations. Franchement, il faut faire attention à ça. Fini. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff avec une spéciale Gainsbourg. On se retrouve lundi. Très bon week-end.